Ça y est, je me lance, je mets de l'argent. Si j'épargne pas au début du mois, à la fin du mois, il me reste rien. Ça remonte, la bourse, ça remonte toujours. Ton esprit ou est-ce que c'est ton ego? Mon ego, surtout mon ego. Quelle erreur de débutante, quoi. Étape par étape. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Bienvenue dans cette deuxième saison de L'argent entre nous. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle série d'épisodes. Alors dans cette saison 2, on est accompagné par FEBELFIN, qui est la Fédération du secteur financier de Belgique. Ils nous ont fourni beaucoup d'informations, de ressources qu'on vous partagera tout au long de la saison. Alors pour ouvrir cette saison, je voulais commencer en retraçant nos parcours en tant qu'investisseuse. Donc je suis de nouveau avec Lina et Manuela. Salut les filles. Salut. Coucou. Je rappelle juste ici qu'on ne fournira aucun conseil en investissement, mais ici on va partager nos expériences et surtout vous donner les bonnes pratiques et quelques petits tips pour bien vous préparer avant d'investir. Je voulais commencer par une première stat qui a été mise en avant par FEBELFIN dans leur rapport de 2025 sur les finances personnelles, dans lequel un quart des participants ont répondu qu'ils n'y connaissaient rien du tout en investissement. Et il y a seulement 5% des interrogés qui ont répondu « je m'y connais ». Donc en fait, je vais vous retourner la question et vous demander, vous, où est-ce que vous vous situez sur cette échelle? Maintenant que vous avez commencé à investir, est-ce que vous vous sentez un peu plus à l'aise et qu'est-ce que vous répondriez à cette question? D'abord, cette stat, elle ne m'étonne pas du tout parce que moi-même, il n'y a pas si longtemps, j'y connaissais rien du tout. Donc j'aurais été dans cette stat de « j'y connais rien ». Et maintenant, je dirais que je me situe dans le « j'ai de bonnes bases, je comprends certains concepts fondamentaux, je comprends quelques bases, je comprends ce que ça veut dire d'investir ». Maintenant, je ne suis pas du tout calée dans le sujet. Je pense que j'ai encore des tas de choses à apprendre. Je comprends ce que c'est que d'investir son argent, mais je ne connais pas tous les acteurs, tous les tenants aboutissants de tout. Donc je me situerai au milieu. Et toi? Moi, je suis quand même, je vais dire, un peu plus avancée que toi, Lina, à ce niveau-là, parce que j'avais des bases en économie, en finance. Donc c'est vrai que ça aide. Dû à tes études? Dû à mes études, ouais. Voilà. Dû à mon parcours scolaire, notamment. Mais après, c'est vrai que on n'a jamais appris des finances personnelles à l'école. Et donc, investir mon argent, là, j'y connaissais rien, en fait. Et donc, je connaissais l'investissement immobilier, par exemple. Mais est-ce que je connaissais vraiment comment ça fonctionnait? Non. Et maintenant, je pense que je peux dire que je m'y connais. J'ai beaucoup appris, surtout depuis 1 an, grâce à Aube aussi. Donc, je peux me mettre dans ces 5%, je dirais, franchement. Je suis assez confiante pour me mettre là-dedans. Ah bah c'est bien. Et le but, c'est que tout le monde soit assez confiant pour pouvoir dire « je m'y connais ». Parce que c'est vrai qu'un quart des gens qui n'y connaissent rien du tout, moi je trouve que la stat est quand même haut, quoi. Parce que ne rien connaître à ses investissements, c'est même ne pas avoir... Enfin, pour moi, épargner, avoir des notions d'épargne, c'est aussi pouvoir penser à investir, parce qu'un compte épargne, ça reste un investissement, même si c'est un faible rendement. Donc je me demande, est-ce que les gens ont répondu non en ne sachant même pas ce qu'englobait le mot investir, ou si c'était vraiment non en n'ayant aucune base financière, quoi. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Hein. Je pense que c'est plutôt le fait, quand on parle d'investissement, on pense toujours grand, on pense surtout à la bourse, en fait. Moi, quand tu me dis investir, c'est la bourse, les grands chiffres, etc. Et donc là, tu te dis, oula, moi, ça, je connais rien. Mais alors qu'il y a plein d'autres concepts que tu connais déjà de base, qu'on t'a inculqué depuis que t'es petit, genre l'épargne, comme t'as dit, et ben ça, c'est quand même des concepts financiers. Donc, dire que tu t'y connais pas du tout, je pense que les gens ont peur de dire qu'ils s'y connaissent. Ouais, si tu m'avais posé la question il y a 2-3 ans, j'aurais dit je connais rien du tout. Pourtant, j'avais un compte épargne, j'avais plus ou moins un budget, je savais où je mettais mon argent, combien je voulais mettre par mois de côté. Et c'est de l'éducation financière, c'est avoir des concepts de base de finance. Mais je pense que j'aurais imaginé que ça veut dire je connais toute la bourse, je sais ce que ça veut dire une action, une obligation, non. Alors que... C'est un domaine aussi qui demande un peu d'avoir de la confiance en soi. Et souvent, c'est ce qui nous manque un petit peu, nous les femmes, on sait. Mais pour continuer dans les questions sur l'investissement, je voulais qu'on revienne un peu sur nos premiers investissements. Parce qu'en fait, on est à toutes des étapes différentes. On n'a pas commencé à investir en même temps. Je voulais savoir, est-ce que vous savez depuis quand vous investissez votre argent? Moi, ça fait un peu plus d'1 an. Ok. Et c'était juste avant de lancer Aube, en fait. Okay. Parce que justement, on en a parlé ensemble, toi et moi. Et du coup, tu m'avais un peu expliqué comment ça fonctionnait. J'ai vu que c'était accessible. Et du coup, j'ai commencé à ce moment-là. Donc, ça fait 1 an et 2-3 mois, comme ça. Ok. Et toi? Moi, c'était quelques mois après avoir lancé Aube. Et du coup, ça doit faire, depuis décembre, 7 mois. Ok. 8 mois. Donc, on a une maturité différente. Ouais, moi ça fait 3 ans. En fait, ça a commencé quand j'ai commencé à travailler.
Et donc moi, j'ai commencé à travailler à 24 ans et c'est l'année où allait se débloquer le fameux compte épargne enfant que ma mère avait mis de côté. Et du coup, moi, je suis allée, sur conseil de ma mère, je suis allée chez mon banquier pour lui poser en fait plein de questions. J'avais plein de questions et du coup, le premier investissement que j'ai fait, c'est d'ouvrir un compte épargne pension. Ça a été la première chose que j'ai fait parce que je me suis laissée un peu guider par ce que le banquier m'avait conseillé. Donc au final, j'ai sauté un peu à deux pieds joints dans ce qu'il m'a dit. J'avais pas mal de questions pour lui. J'étais déjà assez curieuse sur dans quoi est-ce que je pouvais investir. Mais c'était le tout début des ETF et d'un peu de la mode d'éducation financière comme on voit beaucoup sur les réseaux. Donc moi, je suis déjà arrivée devant mon courtier en lui disant est-ce que je peux investir dans des ETF? Est-ce que je peux investir dans... Je lui avais posé des questions sur l'or, sur des actions, des obligations d'État, etc. Et il m'avait dit mais on va d'abord commencer par faire ton profil investisseur. Étape par étape. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas voir un professionnel, eux, ils ont des chartes qu'ils doivent respecter. Donc, ils vont d'abord te poser une série de questions pour analyser ton profil d'investisseur. C'est-à-dire, est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt tolérant au risque ou qui ose prendre du risque? Quelles sont tes connaissances de base, tes notions financières? Donc, c'est quand même intéressant de au moins d'abord pousser la porte de la banque pour un peu se confronter à cette connaissance et voir ce qu'on sait. Et au final, ouais, moi je pense que j'ai voulu avancer trop vite, donc il m'a aussi dit un petit peu prends le temps de regarder, il m'a donné de la documentation et à l'époque c'était même pas possible d'investir directement en ETF via ce qu'il me proposait, donc il m'a surtout dit prends le temps quoi. Donc c'est aussi important de prendre le temps de bien se renseigner et de pas foncer à tête baissée parce qu'on a entendu un mot-clé ou des choses comme ça. Mais c'est assez récent en plus, je pense, le fait de pouvoir investir dans des ETF, dans les banques belges. Je sais pas si... Bah oui, parce qu'en fait, il y a eu des plateformes, mais ça fait pas non plus très longtemps qu'il y a eu l'émergence des plateformes de courtiers en ligne. Oui. Et donc, je pense que ça a joué notamment le fait de communiquer sur les investissements, plus les nouveaux investissements qui sont mis un peu plus en avant. Je pense que ça a joué dans le fait que... dans l'évolution des mentalités et peut-être le fait que les jeunes, on en avait parlé aussi en saison 1, mais que les jeunes sont plus accrochés à la technologie. Oui. C'est plus facile d'avoir son courtier en ligne dans la poche et de faire un investissement, c'est comme une application, simple, quoi, ouais. que d'aller pousser la porte du banquier et de se confronter à quelqu'un et que cette personne vous pose des questions et qu'en fait, vous vous rendiez compte que vous ne savez pas grand-chose, quoi. J'ai juste investir. Ouais, c'est ça. Mais parfois, tu as peur de paraître bête, en fait. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut s'enlever de la tête. Ce sont des professionnels qui sont devant toi à la banque. C'est normal qu'ils savent beaucoup plus que toi. Ouais. Et ils sont censés t'apprendre et être pédagogues avec toi. Bon, peut-être tout le monde ne l'est pas non plus. Donc ça, je peux comprendre que parfois, tu as des mauvaises expériences. Mais il ne faut pas hésiter à aller pousser la porte de ces banques et juste de leur poser tes questions, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je l'avais fait dans 2 banques différentes parce que je voulais comparer des offres. Au final, l'offre était plus ou moins la même et ils m'ont posé les mêmes questions, mais c'était pas la même personne au bout du fil, donc il y avait des réactions qui étaient un peu différentes. Ça, c'était assez intéressant. Et vous, est-ce que vous vous souvenez quel a été le déclic pour faire votre premier investissement? En bourse? Investissement de manière générale. Je pense que je n'étais pas vraiment consciente que c'était un investissement, mais mon premier investissement, c'était l'assurance groupe, avec le travail, du coup, que mon employeur met en place pour moi. Donc, c'est pas moi qui ai pris l'initiative de le faire, ça fait partie de mon package salarial. Mais du coup, c'est un investissement. Mais je m'en suis rendu compte après, en apprenant que j'investissais déjà. Et du coup, c'est ça le premier. Mais sinon, mon premier investissement en bourse, je me souviens, c'était chez moi. J'ai pris mon petit téléphone, ma petite application. J'étais là, ça y est, je me lance, je mets de l'argent. Bon, j'ai mis genre 10 € au début, juste pour comprendre comment ça fonctionnait. Mais ouais, c'était dans un ETF. Ok. Et toi? Ouais, moi, j'ai pas eu directement le déclic parce que j'ai fait un investissement, donc même avant, il y a 3-4 ans, je pense, quand on parlait beaucoup du Bitcoin, de l'Ethereum, etc. On parlait beaucoup de la crypto en général. Je comprenais rien. Franchement, j'y comprenais rien. Mais j'avais quelques amis qui l'avaient fait. Et ça, il faut investir. Mais j'avais rien. J'avais pas d'argent à mettre de côté. J'étais étudiante, donc... à la fin du mois, il me restait rien, quoi. Donc, c'était de l'argent que j'avais peur de perdre. Et donc, j'avais mis, il me semble, 50 € dans l'Ethereum.
Et je stressais, je regardais tout le temps l'appli H24. Maintenant, pour vous dire, je sais même plus quelle appli j'avais. Donc moi, ces 50 € là, ils sont perdus. Voilà, comme ça, c'est dit. Je sais même plus mon mot de passe, etc. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a moyen de les retrouver, mais j'ai pas fait plus attention que ça. Mais à ce moment-là, j'ai fait ça et j'avais peur de perdre ces 50 €, quoi. Et là, je me rends compte que tu dois pas avoir peur de perdre cet argent parce que ça doit être de l'argent en plus que tu investis, surtout quand ce sont des marchés assez volatiles comme la crypto, en fait. Et je reviens justement sur ce que tu dis. Est-ce que avant de commencer à investir, vous aviez déjà assez en épargne ou vous aviez la notion de il faut d'abord épargner et puis investir? Ouais, d'abord épargner puis investir. Moi, j'avais cette notion-là, en tout cas. Ok. Pareil, parce que j'ai investi quelques mois après avoir lancé Aube avec vous. Et donc, vous m'avez bien appris. Et c'est du contenu qu'on donne aux gens. Donc, je me suis dit, je vais pas faire les choses à l'envers si moi, j'explique aux gens qu'il faut le faire comme ça. Donc, ouais, j'avais cette notion il fallait avoir de l'argent de côté. Et l'argent que j'investis, c'est de l'argent dont j'ai pas besoin dans l'immédiat. Voilà. Est-ce que vous aviez cette notion d'épargner un certain montant ou c'était montant illimité et juste l'argent dont j'ai pas besoin, je l'investirai ou je verrai plus tard? Ou est-ce qu'il y avait ce truc de on épargne jusqu'à un certain montant et puis le surplus, en fait, on peut l'investir? Non, ça, moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. Chaque mois, j'ai un objectif d'épargne où je me dis, en fonction de mon budget, j'aimerais mettre telle somme de côté. Et si j'ai plus, je mets plus. Mais je me suis jamais dit, je veux arriver à cette somme-là. Et une fois que je l'ai, je peux investir plus ou je peux faire ci ou ça. C'est juste il faut épargner. Je savais juste qu'avant d'investir, je vais avoir une certaine somme de côté, de sécuriser. J'y touche pas, elle est là si j'ai un problème. Mais après, j'ai pas réfléchi si loin. Ok. Ouais, pareil, en vrai, j'ai mis de l'argent de côté pour me dire, ok, si demain, je sais pas moi, mon téléphone il pète, je peux m'en racheter un le lendemain, ou mon ordi. Donc j'ai une bonne somme, on va dire, de précaution. Après, moi, j'habite encore chez mes parents, donc je veux dire, une épargne d'urgence, c'est mes parents. Enfin, s'il y a un truc qui se passe, genre, c'est eux. Coucou papa et maman, voilà. Mais du coup, j'avais pas vraiment une somme pour me dire, ok, il me faut 3 à 6 mois de dépenses que je mets de côté obligé parce que j'ai un loyer, parce que je dois payer des charges, etc. Ça, c'est vrai que je l'avais pas et que je l'ai pas encore maintenant non plus. Donc, j'ai mis une certaine somme de côté. Et puis, quand je me suis sentie confiante, voilà, j'ai une épargne, là, j'ai commencé à investir. C'est pas totalement, je dirais, la meilleure façon de faire parce que plus on attend, moins c'est bénéfique pour nous, je dirais, d'investir. Mais ça m'a permis, moi, de me sentir plus à l'aise. Du coup, je prenais 20% de l'épargne que je mettais chaque mois dans mon compte épargne à la banque pour l'investir autre part, quoi. Voilà. Et du coup, comment est-ce que vous épargnez? Comment est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous épargnez en début de mois, en fin de mois? Parce qu'il y a 2 teams sur ce sujet. Moi, si j'épargne pas au début du mois, à la fin du mois, il me reste rien. Donc, je suis obligée de mettre... J'ai vraiment... Allez, je me restreins dans ma tête, je mets cette somme-là de côté et j'y touche pas. Coûte que coûte, j'y touche pas. À part si vraiment il y a une grosse galère, mais sinon, si c'est pour m'acheter un pull à la fin du mois, je vais pas le faire, quoi. J'attendrai ma paye du mois prochain et c'est tout. C'est pour aussi me limiter parce que sinon, à la fin du mois... Moi, personnellement, psychologiquement, j'ai du mal à épargner à la fin du mois. J'ai besoin que mon argent soit de côté au début, comme ça je sais ce qui me reste dans mon compte courant et ce que je peux dépenser dans mes différents budgets. Et donc, tu n'as pas de problème à finir le mois avec 3 € sur le compte? Non, pas du tout. Ok. Et toi? Ouais, moi aussi, je suis team début du mois. Okay. Mais le truc que j'ai dû apprendre avec le temps, c'est d'être réaliste. Parce que j'étais team début du mois, mais je mettais trop de côté. T'allais piocher après. Et j'allais tout le temps piocher, donc en fait, c'était pas du tout stable mon budget. Et je culpabilisais tout le temps parce que fin du mois, j'allais chercher de l'argent. Et pour des trucs essentiels, parce que je me disais dans mon budget, 50 € sortis. C'est pas assez. Tu vas sortir plus que 3 fois sur le mois. Tu mets trop au début du mois. Donc là, petit à petit, genre au début du mois, je mets de moins en moins. Mais je pense que là, j'ai trouvé mon bon budget où je mets une somme de côté qui est réaliste au début du mois et à la fin du mois, ce qui reste, je mets de côté. Ok. Et est-ce que cet argent épargné, il reste accessible ou est-ce que vous l'avez mis dans un compte un peu plus bloqué ou de l'argent que vous ne pouvez pas tout de suite récupérer? J'ai deux sortes d'épargne du coup. Il y a une grosse partie qui est sur un compte où ça prend 3 jours pour qu'ils reviennent sur mon compte
normal, courant, et une autre qui est directement débloquable si jamais il y a quelque chose. Okay. Mais la plus grosse partie, c'est dans un compte que je peux pas directement toucher, on va dire. Donc ça implique de faire des bons calculs. Ouais, clairement. J'ai le même schéma. Moi aussi, j'épargne au début du mois et j'ai pu augmenter de plus en plus la partie que j'épargnais, en fait, le montant. Et en fait, je trouve que ça soulage de dire, une fois que l'argent est parti, tout le reste, tu peux le dépenser. Donc, t'enlèves la culpabilité de « j'aurais pas assez pour épargner » parce que t'as déjà épargné, en fait. Donc moi, j'avais pas du tout ces notions-là quand j'ai commencé à travailler. J'épargnais à la fin. Ah ouais ? Et puis, j'ai fait ce switch et en fait, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça, quoi. De savoir que c'est bon, j'ai épargné, donc je peux dépenser, je peux claquer toute ma thune. Mais au début, du coup, quand t'épargnais à la fin du mois, est-ce que t'avais quand même un montant où tu disais, oui. je veux au moins arriver à ça, je peux pas descendre en bas, du coup, le palier était différent. Mon palier était par exemple à 300 € au lieu d'être à 0. Et donc, parfois, je grignotais et j'arrivais à 250. Je suis là, dommage, tu vois. Mais alors, j'avais un palier, un espèce de palier mental où je disais, ok, je vais pas descendre en dessous d'eux. Mais c'est plus facile de... Ça demande la discipline. Hein. Ouais, c'est d'avoir ça. un palier qui est autre que... Ouais. En fait, c'est plus facile d'épargner en début de mois, quoi. Ouais, je trouve aussi. Surtout si tu as une épargne qui est directement accessible et que vraiment en cas d'urgence, tu sais récupérer de l'argent, il vaut mieux que l'argent parte au début du mois. Ou en tout cas quand tu as reçu ta paye, quoi. Moi, je fonctionne comme toi, Manuela. J'ai 2 comptes épargne. Un qui est accessible, je peux me faire un virement instantané. Un il faut 3 jours aussi pour récupérer l'argent. Par contre, moi, c'est l'inverse. Ma plus grosse somme d'argent, elle est sur mon compte accessible. Ok. Et j'ai pas beaucoup sur le truc d'urgence, où il faut 3 jours pour que l'argent vienne. Mais je pense que ton système est mieux parce que du coup, moi, mon argent est trop accessible. Ouais. Il est trop accessible. En 2 secondes, je l'ai. Comme par hasard, t'as des galères tous les mois, tu vois. Comme par hasard. Non, mais une nouvelle tournée, un truc. Et alors c'est vrai que si tu fais juste un virement, ton appli, ça prend 2 secondes. Tandis que rien que le fait d'avoir 2 banques différentes, psychologiquement, l'argent, il n'est pas au même endroit. Ouais. Donc c'est plus compliqué de se transférer de l'argent. Oui, alors pour le peu que tu n'aies pas des cartes, 2 cartes physiques, alors c'est fini. Tu regardes même pas parfois. Moi, mon second compte, je le regarde pas souvent non plus. Donc, j'oublie, entre guillemets, que j'ai cet argent-là. Et j'ai que ma banque principale où je regarde l'épargne et mon compte courant. Du coup, ça m'aide aussi psychologiquement à me dire que l'autre partie, j'y touche pas, quoi. Ouais. Donc là, on a beaucoup parlé de notre épargne, mais je voulais revenir un peu sur la partie investissement plus actif. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table de notre portefeuille et de ce qu'on a en investissement chacune ? Donc moi, j'ai une partie du coup en bourse. Donc mon portefeuille se compose d'environ 60% d'ETF, environ, j'ai calculé, donc 33% en crypto, et puis le reste, c'est en actions. Donc ça, c'est un peu mon portefeuille en bourse. Et pour le reste, j'ai une épargne pension et j'ai une assurance groupe. Mais j'ai pas d'autres investissements. Bientôt, j'espère aussi investir dans l'immobilier, juste au moins pour avoir ma résidence principale, mais pas nécessairement pour avoir du cash en plus. Donc voilà. Et toi, Lina ? Du coup, moi, j'ai l'assurance groupe. J'ai pas encore d'épargne pension, mais je compte le faire le mois prochain. Je me suis pas mal renseignée. J'aurais dû le faire un peu plus tôt, je pense, mais je sais pas pourquoi j'ai tardé. J'ai procrastiné. Du coup, l'assurance groupe et j'ai investi en bourse. Niveau portefeuille, je connais pas par cœur, mais j'ai pris mes petites notes, j'ai fait calcul ce matin. J'ai 70% en ETF, 20% en crypto, 10% en actions. Donc c'est un peu similaire à toi. Et tous les mois, je mets environ 60 €. Enfin, pas environ, je mets 60 €. Tout est automatisé, donc petite somme tous les mois, quelque chose de très stable, de très régulier. Et voilà. Et j'allais aussi te poser la question, Manu, est-ce que c'est à somme régulière ou tu te dis tous les X temps, je mets une certaine somme ? Ouais, j'ai commencé par avoir un plan régulier. Ok. Et puis après, du coup, comme je voulais voir pour acheter un appart, etc., je me suis dit, bon, autant garder le plus de cash possible directement disponible. Donc pendant environ 6-7 mois, j'ai fait un plan automatisé, environ 100 € par mois. Et puis après, le reste, maintenant, dès que j'ai un petit surplus par mois, que je me dis, OK, au lieu de faire une sortie, je mets en bourse. Je le fais un peu plus plic-ploc comme ça. Okay. Mais c'est environ 100 € par mois. Ok. Voilà.
Nice. Et toi? Moi, j'ai commencé avec 10 euros par mois. Oh. Dans mes premiers, en fait, j'ai testé le processus d'automatiser les paiements, juste pour voir si ça me stressait ou pas de voir de l'argent partir. Et au final, c'est rentré dans une dépense. Je veux dire, c'est entre guillemets, c'est comme un abonnement. Je suis abonnée à ma future moi. Et c'est comme, ça part comme le loyer part, l'électricité part, l'internet et la bourse. Donc j'ai vraiment une espèce de régularité. Donc j'ai commencé à 10 euros et là maintenant je suis à 460 euros d'épargne, d'investissement par mois. Répartition, je suis à peu près comme vous, 70% en ETF, 15% actions et 12% crypto. Et moi, j'ai récemment fait l'acquisition d'un bien immobilier. Donc, j'ai une partie de mon épargne qui est immobilisée sous forme de briques dans l'appartement. Voilà, c'est ça. Mais c'est aussi de la résidence principale, donc c'est pas pour faire de la location. On reviendra sur cette aventure un jour. Et pareil, assurance groupe via l'employeur et assurance et épargne pension. Voilà, qui était le premier produit que j'avais ouvert, comme je vous l'ai dit. Mais je trouve ça bien de dire qu'on peut commencer avec 10 euros par mois. Oui. Ouais, pour se familiariser. Et puis ces 10 euros, si tu les as, autant les investir. C'est si ça. Si t'en as pas besoin, au lieu de les laisser dormir, même 10 euros, c'est très bien. Ouais. Et au moins, ça te met dans l'idée que t'es investisseur, quoi. Ouais. Même si c'est que 10 euros, on s'en fout. Au moins, tu t'es déjà familiarisé avec le process. Et on a déjà toutes eu les expériences avec les plateformes. Si tu veux changer de 10 euros à 20 euros, ça te prend 5 minutes, mais c'est plus facile d'augmenter la somme que de faire le premier pas. Je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça aussi. Ouais, clairement. Genre, c'est toujours la petite peur. Et je pense que c'est bien, en fait, de commencer avec des petites sommes parce que tu vois un peu comment ça fonctionne, comment ça fluctue. Enfin, est-ce que toi-même, t'es stressé quand tu vois que ça descend blindé ou pas? Tu t'apprends à te connaître aussi en tant qu'investisseur, je pense, en mettant d'abord des petites sommes et puis en augmentant si t'es quelqu'un qui a peur du risque, je dirais. Et je voulais vous poser la question aussi en termes de temps. Est-ce que maintenant que vous investissez depuis un certain temps, quel temps ça vous prend mensuellement, vu qu'on parlait de mensualité, quel temps ça vous prend ou de vous en occuper, ou de vous y intéresser, ou de regarder les actualités, de suivre combien de temps vous diriez que ça vous prend par mois? Moi, je dirais environ 2 heures par mois. Honnêtement, ça me prend 5 minutes d'investir dans ce que je connais déjà. Souvent, c'est mes plans automatisés. Donc là, même, je regarde même pas limite. Et pour ce qui est de l'actu, ça dépend. Quand il y a des grosses actus, je m'y intéresse beaucoup. Notamment, on a un peu un plaisir coupable de, même si on touche pas, on va regarder. À fond. Ça monte ou si ça descend. Ça donne envie d'aller regarder parce qu'en fait, moi, c'est ça qui m'avait passionnée d'abord avec la bourse, c'est que la bourse, c'est vraiment le reflet de ce qui se passe dans le monde. Mm-hmm. Et donc, dès qu'il y a un moment de crise, qu'on voit les gros titres, en fait, tu le vois directement, l'impact en bourse, puisqu'en fait, c'est le reflet de l'économie mondiale. Donc, moi, j'ai un peu un plaisir coupable. Même si je vais pas modifier mes investissements, je vais jeter un petit coup d'œil pour voir si ça change ou si ça change pas. Mais tu le fais avec le cœur serein, vu que tu sais que c'est pas de l'argent dont tu as besoin tout de suite. Ouais. Donc c'est plus un coup d'œil en te disant, j'espère que dans 10 ans, si tu as cet horizon d'investissement, ça sera toujours comme ça. Mais il y a toutes des petites sortes d'émotions et de plaisirs coupables à aller regarder son portefeuille. Ouais, clairement. Mais du coup... je vais parfois regarder si ça me prend des fois quelques petites minutes pour aller voir mes investissements, comment ils se comportent. Mais pour le reste, même pour l'actu, ça dépend vraiment s'il y a des gros titres, des grosses choses, mais je vais pas dans le détail parce que je fais pas non plus du trading. Donc pour moi, c'est pas non plus très nécessaire à mon niveau. Voilà. Et toi, Léna, combien de temps? Pareil, vraiment pas beaucoup de temps par mois parce que j'ai tout automatisé. Donc tous les mois, l'argent part tout seul dans les mêmes investissements. Pareil, quand il y a des gros titres, des choses qui se passent, je vais aller regarder, je vais aller un peu fouiner. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai pas dû changer mes investissements. C'est juste par curiosité pour voir ce qui se passe, s'il y a vraiment un gros crash ou quelque chose. Mais du coup, oui, je le traite un peu comme tu as dit, comme le loyer qui part, l'abonnement. C'est un peu le même prix que ma salle de sport. Du coup, c'est de l'argent, c'est 60 € qui partent chaque mois. Et je m'en soucie pas. Je fais pas vraiment attention. Par curiosité, bien sûr. Parfois, je vais regarder si c'est vert ou si c'est rouge. Mais rien de... Ça me prend pas vraiment du temps, quoi. Et ça, je l'ai remarqué aussi que peu importe le montant, si tu regardes par exemple en pourcent, tu regardes les évolutions en pourcent, peu importe que tu aies 10 € ou que tu aies 100 €, tu vas ressentir les mêmes émotions
si tu as une chute ou si tu as une hausse, Clairement. peu importe le montant au final. Ça, c'est pour vous rappeler d'investir même des petites sommes, parce que ça vous permet de vous tester et de tester votre réaction émotive, émotionnelle aux investissements. Est-ce que vous avez ça aussi? Moi, parfois, quand j'ouvre mon application et que je regarde et qu'il y a beaucoup de rouge, genre le lendemain, je regarde en mode peut-être j'ai mal vu. Moi, j'enlève, je fais, c'est pas grave. C'est ce que moi, j'ai trouvé comme demain. astuce pour ma santé mentale, c'est de changer l'échelle de temps. Parce que souvent, c'est vrai. dans les applications, tu peux voir sur un mois, sur un an, sur 10, enfin pas sur 10 ans, mais sur 5 ans, 10 ans. Et en fait, souvent, ton échelle de temps te fausse. Parce que, ok, il y a eu un crash la semaine dernière, mais si tu regardes sur ta semaine, t'es à moins 14. Mais si tu regardes sur ton mois, t'es à plus 3. Donc en fait, parfois, changer l'échelle de temps, ça te permet aussi de te calmer un petit peu dans tes réactions. Mais c'est vrai que quand tu ouvres ton appli et que tu vois du rouge, tu te dis « aïe ». Mais bon, comment on résout ça en étant bien diversifié? Ça, c'est le plus important. Ouais, j'ai appris ça. T'as une anecdote sur ça? Bah ouais, je pense qu'on a... Enfin, en tout cas, pour ceux qui ont investi depuis un moment, le crash là, d'avril 2025 avec du coup tous les tarifs douaniers imposés par Trump, donc les USA, il y a eu un gros crash et j'ai vraiment remarqué que j'étais beaucoup de ce côté-là dans mes investissements et j'ai dit ok, là c'est vraiment... Il faut que tu te diversifies, quoi. Pas que tu mettes pas tout ton argent dans la même zone géographique et que tu ailles voir ailleurs parce que, généralement, les marchés, ce qu'ils font, c'est qu'à un moment, il y a un côté qui crache et l'autre qui remonte un peu, enfin voilà. Et là, je me suis dit, ok, si je reste que d'un côté et que tout crache, c'est pas bon pour moi, quoi. Donc ça m'a appris, c'était une bonne leçon pour moi de me dire, ok, là, il est temps de se diversifier. Et du coup, sur ce moment-là, est-ce que tu as patienté en attendant que ça remonte ou est-ce que tu as changé et tu t'es dit, de toute façon, je suis pas assez diversifiée, il vaut mieux changer. Qu'est-ce que tu as fait quand c'était le moment de chute? J'ai laissé ce que j'avais déjà là. J'ai rien changé, donc j'ai pas entre guillemets cédé à la panique et j'ai pas revendu. Je suis fervente croyante de ça va remonter, donc voilà. Mais je me suis dit ok, c'est peut-être le moment d'aller mettre mes sous un peu ailleurs. Donc j'en ai profité pour mettre mes sous un peu ailleurs au niveau zone géographique, je dirais. Ok. J'ai eu un peu la même réflexion. Non seulement la zone géographique, mais je me suis rendu compte que j'investissais beaucoup dans le même secteur et que j'avais des doublons en fait. Parce que les ETF par exemple, c'est très large. Et parfois dans 2 ETF complètement différents, tu as les mêmes sociétés qui reviennent. Et du coup, je me suis rendu compte que je faisais des doublons et j'ai essayé d'un peu ajuster ça. Donc ouais, en plus de la zone géographique, d'aussi diversifier les secteurs. Ouais, super important. Et je vais juste rebondir sur la partie stress dont on parlait quand il y a eu la chute. On dit souvent que pour investir, il ne faut pas céder à ses émotions, il faut ne pas réagir à chaud, il faut attendre un petit peu et laisser parfois décanter un petit peu ce qui se passe. Mais ça n'empêche qu'on ressent ces émotions. Donc je voulais voir avec vous quel a été le moment d'euphorie ou de déception le plus haut que vous avez eu face à un investissement. Moi... je suis quelqu'un de très prudente et de très réfléchie avec mon argent. Avant d'investir mon argent, je cherche, j'y réfléchis longtemps, je fais plein de recherches, etc. Donc j'ai un profil investisseuse très modéré, très prudente. Donc c'est rare que je vais acheter un truc sur un coup de tête ou revendre sur un coup de tête. Mais dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens très proches de moi qui investissent dans la crypto et qui ont déjà fait beaucoup d'argent avec de la crypto et qui m'ont déjà dit dans le passé « Oh regarde, mets de l'argent sur ça, tu vas voir, ça va grimper dans 6 mois » et j'ai pas écouté. Je l'ai pas fait et ils sont là « Ha ha ha, t'as vu, t'aurais dû ». Et du coup, ils sont revenus vers moi « Ah ah ah, telle crypto, je suis sûre qu'elle va monter dans 4 mois, fais-moi confiance, nanana ». Je suis là « Ok, j'ai raté les 4 derniers trains, celui-là, je l'ai, moi aussi je veux mon argent, tu vois ». Et dans l'euphorie, genre vraiment sur le moment même, la personne m'explique dans quoi je dois investir, je suis là « Ouais, vas-y ». Je prends mon app. Sans comprendre. Je sais même pas ce que c'est, j'ai même pas tapé le nom de cette crypto sur Google, je sais pas d'où elle vient, je sais pas ce que c'est. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et j'étais aussi dans un moment où ce mois-là, j'avais un peu d'argent en plus parce que j'avais fait un petit job et donc j'ai de l'argent qui n'était pas compris dans mon budget, qui était bonus. Bon, après, c'est pas des milliers d'euros, c'était en centaines. Bon, c'est quand même un gros budget, mais c'était dans les 100, pas dans les 1000. C'est quand même beaucoup. Et vraiment, sur un coup de tête, je suis là, ok, je te fais, vas-y, let's go, je te fais confiance. J'ai pris cette crypto. Elle ne fait que chuter. À chaque fois, j'ouvre mon portefeuille, il y a tout qui va bien et il y a ce truc qui me met dans le rouge. Et jusqu'à aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Genre, pourquoi j'ai paniqué comme ça? Pourquoi je l'ai fait? Pourquoi je suis pas juste rentrée chez moi? Le truc, la crypto ne s'envole pas, elle est toujours là. Vous pouvez attendre 24, 48 heures, une semaine.
tout va bien. J'aurais pu rentrer chez moi, faire mes recherches, réfléchir combien je mets, est-ce que ça vaut la peine, et puis tenter. Bah voilà, des fois on se trompe, des fois on se trompe pas. Mais là, je sens vraiment que je l'ai fait dans l'euphorie du truc de on m'a dit fais-le, je l'ai fait. Et pareil, je suis une fervente croyante que tout remonte. Donc pour l'instant, j'y touche pas, mais elle m'énerve. Ouais, je peux voir. Parce que ça te rappelle aussi que t'as fait une erreur, quoi. Je me suis dit, mais quelle erreur de débutante, quoi. Mais j'ai un peu la même histoire, même si moi je m'étais un peu renseignée sur la crypto dans laquelle j'ai investi, etc. Mais j'ai mis une certaine somme, donc heureusement que c'était pas grand non plus. Mais ça a commencé à chuter et je me dis ok, ça va, ça a perdu peut-être 5 ou 10%, je sais plus. Je me dis ok, quand même, mais ça va. Et de jour en jour, en fait, ça a commencé encore à descendre. Et en fait, je me disais, vas-y, je vends ou pas. Et j'étais là, ok, il faut que tu vendes. Mon instinct me disait, vends. Mais mon esprit me disait, non, mais t'inquiète, ça remonte, la bourse, ça remonte toujours. Est-ce que c'est ton esprit ou est-ce que c'est ton ego? Mon ego, surtout mon ego, c'est vrai. Mon ego m'a dit, ça va remonter, t'inquiète, t'as pas fait une erreur. Et au plus j'avançais dans les jours, au plus ça descendait. Et j'avais perdu, il me semble, genre 60 ou 70% de la valeur dont j'avais mis. Et là, j'ai dit, ok, c'est bon, je vends, quoi. Parce que je peux pas aller... De base, j'étais là, ok, si ça va en dessous des 50%, je vends. Et j'ai quand même... Je suis restée accrochée. Et j'ai dit, ok, non, là, ça a perdu 60%. Je revends. Et heureusement que je l'ai fait. Mais c'est pour dire, parfois, vraiment écoutez votre instinct. Parce que... La bourse, c'est aussi un peu les émotions, comme tu as dit, et l'instinct. Si tu penses qu'il faut vendre, fais-le et ne réfléchis pas plus que ça non plus. Mais si tu y crois, reste. Voilà. Bah, surtout sur les valeurs crypto, c'est la différence. Enfin, les valeurs crypto sont quand même assez différentes des actions ou des valeurs, d'autres valeurs boursières. Les valeurs crypto sont extrêmement volatiles. Ouais. Et à moins de s'y connaître un peu dans cet environnement et de comprendre un petit peu comment tout fonctionne, c'est casino, quoi. T'as l'impression c'est totalement casino, dessus, ouais. mais tu sais pas vraiment qui est derrière ou comment ça gagne de la valeur, etc. Donc bien se renseigner quand même sur ça. Et Donc, toi, en fait, t'as payé ton erreur, quoi. Ouais, j'ai payé mon erreur, clairement. Ouais. On va discuter après, c'est peut-être la même. Ouais, c'est possible, c'est possible. Moi, c'était assez récemment. C'était tout le processus d'achat immobilier parce que j'ai dû faire une offre en 24 heures et m'engager sur des centaines de milliers d'euros. Ouais, c'est pas les 100 euros par mois, là. Et là, j'ai vraiment ressenti une émotion que j'avais jamais ressentie en bourse. Et pourtant, j'ai connu des chutes en bourse et des hausses. Mais le fait de devoir m'engager en 24 heures, alors que je le savais, je savais que je voulais acheter, je savais que c'est ce que je voulais faire. Mais de rédiger ce papier d'offre, en fait, j'ai vraiment une émotion super forte. Et même encore aujourd'hui, je ne saurais pas dire si elle est positive ou négative. Tant mieux, parce qu'au final, l'offre a été acceptée, etc. Mais le fait que le processus soit aussi rapide pour faire l'offre et ensuite aussi long pour arriver jusqu'à l'acte d'achat, ça m'a procuré des émotions qui étaient vraiment roller coaster, quoi. J'ai eu des hauts et des bas. C'est énorme. Non, mais c'est énorme. Surtout que tu te dis, tu t'engages pour 20, 25 ans. Ouais. En fait, donc toutes les notions de temps et d'argent sont multipliées. Ouais. Donc c'est vraiment centaines de milliers d'euros sur des vingtaines d'années, dizaines d'années. Enfin, c'est énorme. Et du coup, là, ça m'a vraiment... J'ai pas dormi, quoi. Ouais, non, mais j'imagine, mais parce que c'est clairement pas comme la bourse où, voilà, comme j'ai dit, ok, là j'ai envie de revendre, je revends, j'achète, c'est tellement plus facile, c'est liquide, ouais. Plus liquide. Et là, l'immobilier, voilà, tu peux pas vendre ça demain, tu peux pas... c'est clairement pas la même chose, quoi. Donc c'est totalement une autre émotion. Et je le comprends parce que j'ai aussi fait une offre pour un appartement il y a quelques mois. Et pendant 3 jours, parce que j'avais mis, c'était le week-end, donc j'avais mis 3 jours et j'ai pas dormi, quoi. J'étais là, oh my god. Et il y a une partie de moi qui disait, j'espère que c'est pas accepté. Et une autre qui disait, mais j'aimerais bien quand même. Ça me faisait tellement peur. Ouais. Bon, au final, je l'ai pas eu, mais voilà, c'est la vie et c'est comme ça. Mais j'ai vraiment eu peur, quoi. Ouais, c'est vraiment des émotions de fou. Bon, je pense qu'on va conclure cet épisode et je voulais juste rappeler que investir, c'est pas réservé aux riches comme on l'entend dans le cliché. Investir, c'est pour tout le monde, pour les gens qui sont
renseignés un minimum, qui ont conscience de leurs dépenses et qui ont conscience qu'il faut d'abord épargner avant d'investir. Moi aussi, je veux rappeler que c'est aussi bien de se faire accompagner. Comme on a discuté des expériences qu'on avait eues avec des banquiers ou des professionnels, ça vaut parfois la peine d'aller ouvrir la porte et juste d'aller poser ses questions et de s'évaluer un petit peu, d'évaluer un petit peu son niveau de connaissance. Si jamais vous avez encore des doutes sur des notions de base ou que vous vous interrogez sur la bourse, les fonds, les assurances, sachez que notre sponsor Febelfin a un site qui s'appelle Club Invest, sur lequel vous pouvez aller, qui a plein d'articles, de vidéos qui sont super intéressants. On vous le mettra dans la description. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, vous aurez toutes les informations. À bientôt.